Bonjour à toutes et tous. Ce matin, pour parler des relations Corée du Sud-Afrique, et notamment dans le domaine des startups et des nouvelles technologies, euh, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour parler de la Corée depuis la semaine dernière. On est ravis justement de pouvoir développer des questions plus spécifiques que peut-être les questions habituelles de relations internationales. La semaine dernière, nous avons évoqué les questions de droits de l'homme en Corée du Nord. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir nos trois speakers pour évoquer justement les relations Chine-Afrique. La manière dont va se dérouler cette séance, je laisserai tout d'abord la parole à Madame Park, conseillère à l'ambassade de Corée du Sud en France. Malheureusement, Monsieur l'ambassadeur qui était initialement prévu au programme a été retenu par des impératifs à l'ambassade. Dans un second temps, je présenterai nos deux intervenants. Madame Park, je vous cède. Très bien. Bonjour, je suis la conseillère politique à l'ambassade de la République de Corée. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui malgré la pluie et le froid. Je suis ravie que nous ayons aujourd'hui l'occasion de partager les politiques et visions diplomatiques de la Corée du Sud et la France à l'égard de l'Afrique et de réfléchir ensemble sur les moyens concrets de coopération trilatérale dans ce cadre. Je tiens également à remercier tout particulièrement la Fondation Corée-Afrique qui nous honore de sa présence depuis Séoul. Comme vous le savez très bien, dans le contexte des grandes transformations géopolitiques actuelles, l'influence du Sud global s'accroît rapidement et l'Afrique en constitue une région clé. Donc ce continent jeune, où 60% de la population a moins de 25 ans, dispose non seulement de ressources minérales stratégiques, mais progresse aussi vers la création d'un vaste marché unique avec 1,4 milliard de consommateurs et un PIB total de 400 milliards de dollars grâce à la zone de libre-échange continentale africaine lancée en 2021. Donc, de nombreux pays s'efforcent de renforcer leur coopération avec l'Afrique, reconnaissant son importance stratégique et son potentiel immense. Et la Corée, de son côté, a organisé pour la première fois en juin de cette année un sommet Corée-Afrique. Donc, juste avant mon arrivée à Paris, j'étais en poste en Corée en tant que directrice, pardon, excusez-moi, en tant que directrice du département Afrique et donc j'ai coordonné les préparatifs de ce sommet. Donc cet événement me tient donc tout particulièrement à cœur. Je voudrais plutôt que d'énumérer en fait en détail les résultats obtenus lors de ce sommet, je voudrais partager avec vous les objectifs et les principes qui ont guidé en fait la Corée du Sud dans sa préparation de cet événement. Lors de cette démarche, deux types de signaux ont émergé. D'une part, des questionnements tels que pourquoi la Corée et que peut-elle apporter? Et d'autre part, des attentes positives exprimées comme enfin la Corée elle peut apporter quelque chose de différent. Donc la Corée a donc mis l'accent sur une communication très étroite et transparente avec les pays africains pour maximiser ces signaux positifs tout en réfléchissant profondément à la valeur ajoutée spécifique qu'elle pouvait apporter. Donc, la coopération Corée-Afrique repose sur trois principes fondamentaux que nous appelons les trois S, à savoir croissance partagée, donc en anglais shared growth, à travers une coopération économique mutuellement bénéfique. Ensuite, deuxièmement, durabilité, qui est sustainability, par une réponse commune aux défis mondiaux. Et enfin, solidarité. Solidarity en vue de promouvoir la paix et la sécurité internationale. Comme vous le savez, la Corée, ayant surmonté une histoire douloureuse de colonisation et de guerre, a pu réaliser en un demi-siècle son industrialisation et sa démocratisation. Donc, forte de cette expérience unique, elle souhaite partager avec les pays africains son savoir-faire dans les domaines de l'industrialisation, du numérique, des sciences et technologies, des énergies durables, ainsi que de la formation professionnelle et de l'éducation. Nous travaillons également pour que ce sommet ne reste pas un événement ponctuel, mais se traduise par des actions concrètes grâce à des suivis rigoureux.
Et quant à la France, elle entretient des relations historiques avec l'Afrique et a une influence traditionnelle. Et si cela constitue un atout, cela peut également représenter un défi dans certains contextes récents, à la lumière des évolutions politiques et sociales sur le continent. Mais je suis convaincue que les forces respectives de la Corée et de la France peuvent se compléter de manière unique. Là où la Corée excelle, elle peut compenser les faiblesses de la France et inversement. Donc, ensemble, nos deux pays peuvent créer des synergies dans divers domaines tels que la paix et la sécurité, l'aide publique au développement et l'expansion des entreprises privées. Donc, je suis particulièrement heureuse de voir aujourd'hui la participation de nombreux représentants du secteur privé, dont je vous remercie beaucoup, car la collaboration économique et l'entrepreneuriat sont des leviers essentiels pour répondre aux besoins prioritaires de l'Afrique. Je sais que les discussions prévues cet après-midi, ce matin, mettront en lumière l'émergence des startups africaines et qu'elles seront particulièrement enrichissantes. En 2026, nous célébrons le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France. Et cette année-là se tiendront également deux événements majeurs, dont le sommet Afrique-France au Kenya et la réunion des ministres des Affaires étrangères Corée-Afrique. Donc j'espère que cette journée aujourd'hui contribuera à jeter les bases solides pour des projets communs entre la France, Corée du Sud et l'Afrique à court terme pour 2026, mais aussi pour un avenir plus ambitieux à long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Park. Merci d'avoir rappelé l'investissement et l'engagement de la Corée du Sud en Afrique et le potentiel aussi de coopération avec la France dans beaucoup de domaines culturels, mais aussi économiques et notamment dans le domaine des startups. On est d'ores et déjà au cœur du sujet du débat d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais d'abord rappeler pour les personnes qui nous suivraient en ligne, si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez sélectionner la langue dans les fonctionnalités, soit la langue coréenne, soit la langue française. Et puis pour les personnes présentes dans la salle, merci de ne pas approcher trop près du micro votre dispositif au risque de créer d'éventuelles interférences avec le micro. Voilà pour les considérations très techniques. Et maintenant, passons au vif du sujet. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Monsieur Lee Jong-kil, directeur de la division des échanges et de la coopération à la Fondation Corée-Afrique, la Korea Africa Foundation, basée à Séoul. Merci d'être venu pour participer à cette table ronde. Et puis, nous recevons également Vincent Prévy, qui est directeur général de Chapter 54, chapitre 54 en bon français, et qui nous expliquera justement le rôle et l'activité de son entreprise. Enfin, et qui nous suit en ligne, Monsieur Olivier Casselin, qui est journaliste à Jeune Afrique et qui est connaisseur justement de l'activité économique sud-coréenne sur le continent africain. Moi-même, d'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Je suis Marc Julien, le directeur du Centre Asie de l'IFRI. Ma collègue Céline Pajon, qui a organisé cet événement, devait être présente pour présider cette table. Malheureusement, elle a eu un empêchement familial ce matin et donc je la remplace pour la modération de cette table. Sans plus attendre, Monsieur Lee, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. 네, 안녕하십니까. 한아프리카 재단의 이종길 실장이라고 합니다. 먼저 오늘 세미나에 초청해 주셔서 감사드립니다. 원래 그 한국에서 그 파리까지 오는데 직항 비행기가 있어가지고 한 14시간 정도면 오는데 저는 한 5일 정도 걸렸습니다. 처음에 그 에티오피아 정책협의회 참석하느냐고 들렀고요. 그 다음에 남아프리카 공화국에 갔다가 엊그제 파리에 도착을 했습니다. 그래서 지금 제가 이제 올해 마지막 출장으로 이제 오늘 이제 파리에서 일정 마치고
또 이제 알제리로 이동을 하게 됩니다. 그래서 알제리에 가서도 또 스타트업 관련된 또 협력 방안 논의하고 이제 귀국할 계획에 있습니다. 개인적으로는 제가 이제 그 두 번째 이프리에 방문하게 됐는데요. 또 이렇게 좀 좋은 그리고 의미 있는 기회를 마련해 주신 또 대사관과 그리고 이프리에 감사를 드리겠습니다. 오늘 저는 2024년 한아프리카 정상회의 이제 주요 내용과 성과 그리고 향후 과제를 포함해서 아프리카와의 이제 협력 활성화를 위해서 한국과 그리고 프랑스가 어떻게 협력할 수 있을지에 대한 내용을 좀 말씀을 드리고자 합니다. 시작하기 앞서서 제 소개를 좀 드리면 한아프리카 재단이 이제 설립된 2018년부터 저는 이제 재단에 이제 합류를 해서 기획 업무를 포함해서 이제 비즈니스 협력을 위한 이제 중소기업 그리고 스타트업 협력 사업 등을 담당을 하고 있습니다. 그리고 그 외에도 지금 한국의 그 중소벤처진흥공단이 하고 있는 우간다의 청년 창업 사관학교 사업 관련해서도 이제 컨설턴트라든지 뭐 심사위원 등으로 이제 활동을 하고 있습니다. 그럼 이제 발표를 시작하도록 하겠습니다. 네, 먼저 재단에 대해서 좀 더 말씀을 드리면 한국과 이제 아프리카 간의 좀 다양한 분야의 협력 강화가 또 필요하고 또 한국의 내에서 또 아프리카에 대한 좀 인식을 제고하기 위한 목적으로 2018년에 재단이 외교부 산하 기관으로 이제 설립이 되었습니다. 주요 사업은 이제 한국과 아프리카 간의 이제 경제 비즈니스 교류 활성화를 위해서 기업이나 이제 스타트업 지원 사업들을 하고 있고 그리고 청년 교류 활성화나 아니면 또 영화제 공연 등을 통해서 이제 문화 행사를 개최를 하고 있습니다. 또 마지막으로는 학술 교류 활성화를 위한 이제 다양한 조사 연구 사업 등이 있습니다. 그럼 지금부터 한아프리카 정상회의에 대한 좀 말씀을 좀 드리고자 합니다. 네, 먼저 정상회의를 개최하게 된 배경부터 좀 말씀을 드리고자 하는데요. 일단 네 개로 정리를 해봤습니다. 한국 정부가 첫 번째는 이제 한국 정부가 글로벌 중추국가 비전 실현을 위해서 아프리카 대륙과 협력이 좀 필수적이라는 그러한 좀 배경이 있었고요. 두 번째는 아프리카가 이제 또한 그 세계적인 인구 증가와 함께 소비 시장으로서 좀 급부상하고 있고 또한 이제 노동력 공급 시장으로 주목받고 있다는 점이 두 번째 배경으로 좀 볼 수 있었습니다. 그 세 번째는 아프리카 대륙이 풍부한 또 재생에너지 그리고 천연자원 등을 보유하고 있어서 한국의 글로벌 파트너로서 아프리카가 정말 중요하다라는 좀 인식이 있었습니다. 그 끝으로는 이제 중국이나 일본, 또 미국, 프랑스 등 이제 주요 국가들이 아프리카와의 이제 정상회 그 회의를 통해서 또 협력을 강화하고 있는데 한국은 그런 이제 정상회의가 없었기 때문에 그런 것들이 좀 개최 필요성으로 배경으로 좀 나오게 되었습니다. 네, 다음은 그 정상회의 개요에 대해 좀 더 말씀을 드리고자 합니다. 네, 한아프리카 정상회의가 올해 6월 4일, 5일 이틀간 서울과 이제 일산에서 있었습니다. 주제는 아까 그 박정현 참사관님 말씀하신 대로 3S를 주제로 해서 이 정상회의에 아프리카 총 48개국이 좀 참석을 했습니다. 그리고 이 중에 25개 국가는 이제 국가 원수급이 직접 참석을 하셨고요. 그리고 7대 주요 협력 분야가 이제 보시는 바와 같이 첫 번째는 한국과 아프리카 간의 이제 교역이나 투자 활성화. 그동안 이제 무역 수지나 그런 것들을 봤을 때 수치상으로 봤을 때는 아프리카가 차지하는 부분이 한국 내에서는 좀 미미하기 때문에 그러한 교역 및 투자 활성화. 두 번째는 글로벌 도전 과제들이 이제 급부상하고 있는데 그런 것들에 대한 이제 협력 대응. 그리고 세 번째는 아프리카 대륙 내 지속 가능한 또 인프라 개발. 네 번째는 직업 훈련 및 교육. 그리고 다섯 번째는 디지털 전환 및 과학 기술. 여섯 번째는 아프리카와의 또 상호 이해 및 교류 증진. 끝으로는 평화와 안보 이렇게 해서 7대 주요 협력 분야가 제시가 되었습니다. 그리고 이틀 차의 6월 5일에는 공식 행사로서 한아프리카 비즈니스 서밋을 개최를 하게 되었습니다. 그리고 네, 비즈니스 서밋을 개최를 하게 되었고 이 비즈니스 서밋에서는 그 산업화 그리고 교역 증대, 일자리 창출, 기후 변화에 대한 이제 대응 등을 주요 내용으로 해서 한국과 아프리카 간의 경제 협력을 논의하는 중요한 자리를 가지기도 했습니다. 넥스트. 네, 이 외에도 이제 그 정상회의 기간 동안에 한국의 각 부처 및 기관에서 주도해서 총 12개 공식 부대 행사를 개최를 했습니다. 주제는 이제 에너지, 그리고 스타트업, 관광, ICT, 농업 등 이제 다양하게 좀 다뤘고 각 분야에서 이제 심도 있는 논의를 통해서 또 실질적으로 향후에 어떠한 과제를 또 발굴할지 그리고 이와 관련해서 또 MOU도 상당수 체결을 하기도 했습니다.
재단에서는 그 공식 부대 행사 12개 중에 총 2개를 이제 담당을 했습니다. 첫 번째는 코리아 아프리카 에너지 인베스트먼트 포럼, 그리고 두 번째는 코리아 아프리카 유스 스타트업 포럼 2개 공식 부대 행사를 개최를 했고, 이 포럼들을 통해서 양측 간의 어떠한 에너지나 인프라 분야 투자 활성화, 그리고 한국 기업들이 아프리카를 어떻게 또 진출할 수 있을지 그런 진출 기회를 모색하기도 했습니다. 그리고 청년 스타트업 포럼에서는 지금 아프리카에서 그런 스타트업 생태계라든지 그런 것들에 대한 관심도가 상당히 높아지고 있어서 어떻게 청년 스타트업들을 육성하고 협력할 수 있을지 그런 방안에 대해서 논의를 하기도 했습니다. 청년 스타트업 포럼에서는 실제로 아프리카 측에서 오신 이제 고위급 방한단들이 상당수 이제 방문을 하셨고요. 그것을 통해서 제가 알 수 있었던 것은 현재 그 아프리카의 이제 청년들 인구가 증가하고 있고 또 그런 반면에 어떤 고용에 대한 그런 불안 그런 것들이 좀 문제가 되고 있고 또한 아프리카 내에서의 그런 사회 문제를 해결하는 데 있어서 그 아프리카 스타트업들의 역할이 좀 증대되고 있어서 그런 것들에 대한 관심을 나타내지 않았나 싶습니다. 다음은 한아프리카 정상회의의 주요 성과에 대해서 몇 가지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 이제 경제 및 투자 분야입니다. 경제 투자 분야에 있어서는 양측 간의 또 무역 투자 촉진 프레임워크 체결과 이제 경제 동반자 협정에 대한 협상이 또 개시가 되었습니다. 그래서 무역 투자 촉진 프레임워크는 가나, 말라위, 짐바브웨 등 이제 8개 국가와 또 체결을 함으로써 양측 간의 이제 관세 양화 요소가 없는 맞춤형 경제 협력 플랫폼을 구축하기로 협의를 했습니다. 그리고 한아프리카 경제협력위원회 발족을 위한 또 MOU가 체결이 되기도 했고 농업 부분에 있어서는 이제 K 라이스벨트라고 하는 현지 국가에 맞는 그러한 그 쌀 생산량과 또 품질을 높일 수 있는 벼 종자를 생산하는 그런 K 라이스벨트를 총 14개 국가로 또 확대하게 되었습니다. 그리고 해양 부분에서는 이제 블루 이코노미 청색 경제 발전 협력에 대한 MOU를 체결했고 기후 변화와 또 광물 자원에 있어서도 MOU를 체결을 했습니다. 그래서 광물 자원에 있어서는 이제 탄자니아, 마다가스카르 등과 또 핵심 광물 MOU를 체결을 했고 ICT 부분에서는 스마트 시티 및 모빌리티 협력 그리고 보건 분야에서는 의료 제품에 대한 협력 MOU를 체결을 하게 되었습니다. 다음으로 이제 경제 분야에 대해서 조금 더 자세히 말씀을 드리고 싶은 게 한국과 아프리카가 이제 경제협력위원회를 위한 그 발족을 위한 MOU를 체결했습니다. 이 경제협력위원회는 한국의 무역협회 그리고 이제 아프리카 측의 AFCFTA 사무국이 주체가 되어서 한국과 아프리카 간 비즈니스 협력 활성화를 이제 비전으로 해서 설립하게 된 위원회입니다. 그래서 이 위원회 구성은 한국과 아프리카 측의 이제 경제, 비즈니스 전문가와 이제 기업들이 이제 구성원이 되고 주요 역할은 규제라든지 아니면 정책에 대한 이슈를 이제 앞으로 논의하게 될 거고 그리고 양측 간의 비즈니스 장벽을 또 낮추기 위한 노력을 기울이게 될 것입니다. 그럼 이 위원회가 어떠한 그 주요 내용과 필요성을 가지고 있는지 4가지로 좀 정리를 해서 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 이제 아프리카의 이제 영내 무역을 강화하기 위해서 디지털 무역 플랫폼과 또 전자상거래 솔루션을 이제 개발하고 이제 시행하는 것이 주요 내용으로 되어 있습니다. 또 이를 통해서 아프리카 국가들 간의 또 무역이 좀 원활하게 이루어지고 또 한국과의 교류 또한 확대될 수 있을 것으로 봅니다. 또한 그 규제 표준이라든지 관행에 대해서 상호 이제 정보 공유를 통해서 무역과 이제 투자 흐름이 이제 용이하게 되고 비관세 장벽을 또 줄이려는 노력도 필요하다고 보고 있습니다. 두 번째로는 이제 아프리카 대륙 내에 제조업을 또 강화하기 위해서 한국의 또 기술 이전 그리고 상호 역량 강화, 혁신 허브와 이제 기술교육센터 설립 추진의 필요성입니다. 이를 통해서 아프리카 지역 내에 그런 그 밸류체인을 이제 확대하고 지속 가능한 또 성장을 지원할 수 있을 것으로 봅니다. 특히 이제 최근에 많이 좀 중요성이 부각되고 있는 지적재산권 보호를 포함해서 다양한 협력도 필요할 것으로 보고 있습니다. 세 번째는 이제 무역과 그리고 스타트업 창업 분야에서 또 여성과 또 청년의 역량 강화를 이제 노력이 또 필요하다고 보고 있습니다. 그래서 여성과 청년을 대상으로 멘토링 프로그램 그리고 금융 접근성 확대 그리고 역량 강화 워크숍 등을 통해서 여성과 이제 청년들이 경제 활동에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 그런 환경을 만들자는 내용도 포함이 되어 있고 끝으로는 이제 2024년 한아프리카 비즈니스 서밋에서 결정된 그런 결정 사항들
이행하는 것이 이제 중요하고 이를 위해서 강력한 또 거버넌스와 또 제도적 기반이 이제 양측의 협력을 보다 체계적이고 효과적으로 만들어줄 것으로 보입니다. 네, 다음으로는 이제 이 외에도 이제 다양한 또 협력 과제들이 제시되었는데 이제 중요한 것은 그 많은 협력 과제들을 또 어떻게 또 성공적으로 이행하느냐가 또 중요한 관건으로 보이고 있습니다. 그래서 이를 위해서 이제 정상회의 후속 프로젝트의 지속 가능성을 보장하기 위해서 또 제도적 기반이 마련이 필요할 것으로 보이고 또 민간 부분에서의 또 참여를 또 장려하기 위해서 경제적 효과를 좀 극대화하고 또 양측 간의 문화적 차이라든지 규제 간극을 좁혀서 협력의 효율성을 높이는 것이 중요하다고 생각을 드리겠습니다. 다음은 이제 지금까지 말씀드린 한아프리카 정상회의 내용을 바탕으로 해서 향후 또 프랑스와 또 한국이 아프리카와의 협력에 있어서 어떻게 좀 협력해 나갈 수 있을지 몇 가지 좀 말씀을 드리고자 합니다. 일단 세 가지로 좀 정리를 해봤습니다. 첫 번째, next. 네, 첫 번째는 이제 재생에너지 분야에 대해서 좀 말씀을 드리고자 하는데요. 이 분야에 있어서 한국과 프랑스 협력이 좀 가능하다고 봤던 거는 한국과 이제 프랑스의 이제 기술 전문성이라든지 또 재정적 지원을 결합한다면 지금 아프리카 대륙 내 태양광이랑 이제 풍력 에너지 프로젝트를 좀 공동으로 추진이 가능하다고 보이고요. 이를 통해서 또 아프리카 내에 또 전력 접근성을 크게 개선할 수 있을 것으로 또 보입니다. 이런 협력이 아프리카 대륙 내 에너지 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 또 탄소 중립 목표 달성에도 크게 기여할 수 있을 것으로 보입니다. 두 번째 이제 농업 분야에서는 지금 이제 스마트 농업이라고 할 수 있는 그런 농업 기술 도입을 통해서 아프리카 대륙 내의 농업 생산량을 좀 높일 수 있고 그리고 데이터 기반으로 한 농업 관리 시스템으로 이제 효율성을 좀 증대시킬 수 있을 것이라고 보고요. 이것은 이제 기후 변화와 식량 위기라는 또 전 세계적인 그러한 도전에도 공동 대응하는 데 기여할 수 있을 것으로 봅니다. 세 번째는 이제 보건 분야에서는 이제 코비드 19 우리가 그 시대를 겪으면서 알 수 있었듯이 백신에 대한 이제 공동 생산 그리고 전염병 대응 체계를 구축하는 것도 협력할 수 있는 과제라고 생각을 합니다. 그래서 이를 통해서 아프리카의 보건 인프라를 강화하기 위해서 한국과 프랑스가 또 기술과 자원을 함께 활용한다면 감염병 예방이라든지 또 치료 역량을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 보입니다. 또 추가로 이제 좀 더 자세히 말씀드리고 싶은 거는 제가 이제 2018년 재단 설립부터 지금까지 한 7년 동안 스타트업 관련돼서 한국과 아프리카가 어떻게 협력할 수 있을지 아프리카 이제 많은 국가들을 다니면서 아프리카의 이제 스타트업 이해 관계자들도 많이 만났었고요. 그러면서 좀 의견을 나누면서 많은 생각들이 들었고 그런 것들을 바탕으로 해서 향후에 이제 한국과 프랑스가 어떻게 좀 협력할 수 있을지 5가지로 좀 정리를 해봤습니다. 첫 번째는 이제 아프리카 스타트업 생태계를 좀 육성시키기 위해서 한국과 프랑스가 이제 아프리카와 3자 엑셀러레이션 프로그램을 구축할 수 있을 것으로 보입니다. 그래서 지금 아프리카 대륙 내에서 이제 강점을 보이고 있는 분야인 또 핀테크, 또 이제 농업 분야, 그리고 재생에너지와 같은 유망 분야를 또 중심으로 해서 조인트 엑셀러레이터를 설립해서 멘토링이라든지 또 자금 지원, 또 시장 진출 기회를 제공할 수 있을 것으로 보입니다. 두 번째로는 공동 투자기금 조성입니다. 한국과 프랑스와 이제 아프리카가 3자 협력을 통해서 초기 단계 또 아프리카 스타트업을 지원하는 것을 할 수 있다고 또 입니다. 이는 이제 한국의 또 기술 분야 투자라든지 아니면 프랑스의 또 금융시장 네트워크를 결합해서 지역별로 맞춤화된 기금을 운영할 수 있습니다. 그래서 현재는 조금 다른 분야에 비해서는 관심을 좀 못 받고 있는 물류라든지 헬스케어 이런 부분에 있어서 그 아프리카 초기 스타트업들 성장을 또 촉진할 수 있을 것으로 보이고요. 이것을 통해서 아프리카 대륙 내에서 창업 생태계에 대한 실질적인 변화를 가져올 수 있을 것으로 보입니다. 이 투자 분야에 있어서는 저도 이제 한국의 많은 그 VC들을 만나고 이야기를 나누는데 아직까지는 다른 국가에 비해서 한국 내에서는 정부라든지 아니면 민간 VC들이 아프리카 창업 생태계에 대한 관심도가 좀 낮기 때문에 투자가 이루어지지 않고 있는 것이 현실입니다. 그래서 최근에는 제가 아프리카 창업 생태계에 대한 이제 뭐 책도 발간을 하고 많이 어떠한 그 창업 생태계에 대해서 일단 알아야지 그런 투자에 대한 가능성이나 그 다음 단계를 논의할 수 있기 때문에 그런 노력을 계속 기울이고 있습니다. 그래서 머지않아 그 한국 정부라든지 아니면 민간 VC들이 좀 아프리카 창업 생태계에 좀 관심을 가지고 이런 투자 분야에서도 협력이 가능할 수 있을 것이라고 생각을 하고 있습니다.
다음 세 번째는 이제 기술 이전 및 이제 교육 프로그램입니다. 그래서 한국이랑 이제 프랑스가 어떠한 그 각각의 전문성을 살려서 기술 이전과 교육 프로그램을 강화할 수 있을 것이라고 보입니다. 제가 이제 아프리카 국가들 다니면서 물론 이제 프랑스도 많은 그런 교육 지원 프로그램들을 하고 있고, 한국도 최근에 이제 우간다에 이제 청년 창업 사관학교를 개설해서 현지 스타트업들 육성하기 위한 이제 교육을 많이 하고 있습니다. 근데 이게 실질적으로 교육에만 그치다 보면 그 다음 단계로 넘어가서 실제 상업화를 하고 그리고 시장에서 어떠한 그 매출을 내고 자립적으로 이제 사업을 하는 데는 좀 제한이 있습니다. 그래서 이런 교육 프로그램과 더불어서 기술 이전을 통해서 실질적으로 그 스타트업들이 자립할 수 있고 그리고 시장에 진출할 수 있는 그런 것들에 대해서도 협력을 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 네 번째는 이제 아프리카 스타트업의 이제 그 아프리카 대륙을 벗어나서 타 대륙과 그리고 타 국가의 또 시장 접근성을 강화하는 데 협력을 할 수 있을 것이라고 봅니다. 지금 이제 아프리카 대륙 내에서도 보면 유니콘들이 뭐 상당수 나와 있고 그리고 그 유니콘들이 뭐 좋은 서비스를 제공하고 있는 것은 맞는데 제기되는 문제점은 그 유니콘들이 실제 그 밸류 가치는 높아지고 있는데 어떠한 그 수익 모델 지속 가능한 수익 모델이라든지 어떠한 수익을 창출하는 데는 조금 애로사항이 있는 것이 맞습니다. 그것은 아프리카 대륙 내에서 그 내수 시장만 보다 보면 그 내수 시장에서 지속 가능한 그러한 그 수익을 창출하는 데 상당한 어려움이 있는 것이 맞습니다. 그래서 물론 이제 아프리카 스타트업이라고 하더라도 꼭 이제 아프리카 시장만 보는 것이 아니라 그게 이제 그 다음 유럽이라든지 아니면 아시아라든지 타 대륙, 타 국가로도 진출할 수 있는 그런 시장 접근성을 넓히는 데 있어서 한국과 또 프랑스가 협력이 필요하지 않을까 생각을 했고 마지막으로는 그 아프리카 스타트업 생태계를 육성하는 데 있어서 뭐 다양한 장애 요인이 있을 수 있습니다. 그게 국가에 처한 상황이 될 수도 있고 아니면 사회적 문제가 될 수도 있는데 이러한 장애 요인을 연구하고 또 이를 해결하기 위한 정책을 개발하기 위해서 한국과 또 프랑스가 아프리카와 이제 공동 연구를 또 추진할 필요가 있다고 보고 만약에 가능하다면 이제 아프리카 내에 어떤 싱크탱크를 공동으로 설립하고 또 규제 프레임워크라든지 관련된 또 포럼을 개최해서 실질적인 이제 협력 방안을 논의할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 이상으로 제 발표를 마치도록 하고 제가 이제 뭐 짧은 시간 동안에 정말 많은 그 성과와 과제들이 있었던 한아프리카 정상회의에 대해서 그리고 스타트업 협력 방안에 대해서 다 말씀을 드릴 수는 없었지만 오늘 시간 이후에도 여기 참석하신 분들이 저한테 개인적으로 연락을 주셔도 되고 좋은 의견을 제시해 주시면 앞으로 뭐 재단이 또 그 아프리카와의 또 스타트업 협력이나 또 다양한 분야에서 협력하는 데 또 참고할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Merci beaucoup, Lee Jong-kil, pour cette présentation très complète et très large. Justement, pour le public, n'hésitez pas à préparer vos questions pour la séance de questions-réponses qui suivra les présentations. Je note, merci pour toutes ces recommandations et de suggestions de domaines de coopération aussi entre la France et la Corée en Afrique, notamment sur des questions sur lesquelles la France est très active, notamment la blue economy, le changement climatique, les énergies renouvelables. Donc, c'est effectivement des choses sur lesquelles je pense que le potentiel est important. Aussi, vous avez recommandé les opportunités en matière d'accélérateur, de santé, de logistique. Et c'est effectivement des choses qu'il faudrait creuser. Je me tourne désormais vers Vincent Prévy, qui a peut-être d'ailleurs un avis sur ces potentiels de coopération, qui nous dira plus tard un avis d'accord ou en désaccord d'ailleurs. Mais tout d'abord, on serait ravi d'en connaître plus sur les activités de Chapter 54 sur le continent africain. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être là pour ce dialogue franco-coréen autour de ce sujet passionnant qu'est l'Afrique. Et je suis plus particulièrement content parce que j'ai eu le plaisir de vivre pendant plusieurs mois en Corée. J'en garde un très bon souvenir. Donc, cette journée est pour moi l'occasion de réactiver des souvenirs très agréables. Avant de vous parler de Chapter 54, je dois vous parler de Partech, parce que Chapter 54 est un programme opéré par Partech. Alors Partech, qu'est-ce donc? Partech, c'est un des 10 plus gros VC européens, donc un des 10 plus gros gestionnaires de fonds d'investissement dans les startups présents en Europe. Partech a été créé il y a 40 ans maintenant, à Paris, avec des bureaux maintenant à
San Francisco, Berlin. Euh, Partech investit partout dans le monde, en Europe et également en Corée. Partech, par exemple, est l'investisseur dans deux sociétés que je suis sûr que vous connaissez très bien. TOS, qui est la plus grosse application fintech sans doute de Corée, et dans MyRealTrip, qui est l'application de référence pour tous les Coréens qui se déplacent à l'étranger. Donc Partech est investisseur dans ces sociétés. Ce qu'on sait moins, c'est que Partech, en 2016, a décidé de lancer un fonds, le plus gros, dédié aux investissements dans les startups africaines. Donc depuis le lancement de ce fonds par Partech, c'est plus d'une vingtaine d'investissements qui ont été réalisés sur le continent africain. Alors, on peut citer quelques très belles histoires, comme Wave, qui est une licorne, la première licorne d'Afrique francophone et qui est rentable, très rentable. Mais on peut également citer Yoko en Afrique du Sud, Money Fellows en Égypte, enfin beaucoup de très très belles histoires. Et donc parce que mes collègues des équipes d'investissement de Partech ont fait un super travail depuis 2016, ils ont été contactés par KfW. Donc KfW, c'est l'équivalent allemand de l'AFD. Donc KfW leur a dit, on est ravis d'avoir mis de l'argent dans ce premier fonds Partech Afrique. C'est pour ça qu'on va mettre encore plus d'argent dans le deuxième fonds Partech Afrique, dont on a annoncé le closing l'année dernière avec une valeur de 300 millions de dollars. Et c'est pour ça en plus qu'on va confier à Partech un projet un petit peu spécial. Et ce projet un petit peu spécial, c'est ce qu'allait devenir Chapter 54. Donc dit autrement, Chapter 54 est un side business de Partech, mais sans enjeu d'investissement. Alors que faisons-nous au sein de Chapter 54? Chaque année, on travaille avec une dizaine de startups, de tech européennes, et on les met en situation d'initier, de renforcer du business en Afrique. C'est aussi simple que ça. Donc nous sommes un accélérateur Europe-Afrique, mais sans enjeu d'investissement. Alors, le programme est ouvert aux entreprises de l'ensemble de l'Europe et de toutes les sous-familles de la tech. Donc, concrètement, aujourd'hui, nous accompagnons une FinTech UK, une Sporttech bulgare, j'étais avec eux au Caire la semaine dernière, euh, une Travel Tech italienne, une EdTech, donc dans le domaine de l'éducation néerlandaise. On accompagne des sociétés de toute taille. Euh, Parmi les gros animaux qu'on a accompagnés en Afrique, on peut citer SumUp, bien connu en France pour faire les terminaux de paiement, donc grosse fintech allemande. On accompagne Ledger, qui est une société française qui fabrique donc des devices, donc des appareils pour les utilisateurs de crypto-monnaies et du manière générale de toutes les classes d'actifs crypto. On accompagne aussi Ebury, qui est une grosse fintech britannique dans le domaine du FX, donc du change. Donc vraiment, on couvre à peu près toutes les familles de la tech, hardware, software. Euh, Aujourd'hui, une grosse partie des investissements qui sont faits en Afrique sont orientés principalement vers 4 pays, s'agissant des startups. On va retrouver l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et l'Égypte. Alors, c'est le potentiel démographique de ces pays qui va le justifier, c'est leur capacité à accueillir des investissements étrangers également. Ce qu'on constate d'une manière générale, c'est qu'une grosse partie des investissements qui se dirigent vers les startups africaines, donc celles dans lesquelles mes collègues des équipes d'investissement de Partech investissent, sont des sociétés qui, de près ou de loin, relèvent de l'environnement fintech. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'il est un peu compliqué d'envisager de commercialiser des produits et des services dans des économies qui, jusqu'à une date récente, étaient assez largement euh, dominées par l'utilisation du cash. Donc, difficile d'avoir une application de streaming localement, difficile d'avoir une application de mobilité, de livraison localement, si vous n'êtes pas en situation de vous faire payer. Donc c'est pour cette raison que les sociétés qui, dans un premier temps, ont attiré le plus d'investissements et qui ont le plus prospéré sur le continent africain sont principalement des sociétés liées au paiement et plus généralement à l'environnement fintech. Le
En ce qui concerne les sociétés européennes que nous accompagnons, ce que nous observons, c'est que la plupart des sociétés tech européennes qui manifestent un intérêt pour le continent africain sont des sociétés qui relèvent du B2B. Finalement, il y a assez peu d'entreprises qui, en B2C, vont avoir la tentation d'aller sur le marché, sur les différents marchés africains. Sans doute parce qu'il y a des sujets d'éducation du marché qui peuvent les effrayer, sans doute aussi parce qu'une grosse partie des sociétés tech B2C sont des sociétés qui évoluent dans des environnements régulés. C'est-à-dire que lorsqu'on est une fintech française, enfin européenne, lorsqu'on est Revolut, N26, pour prendre des noms bien connus en Europe, eh bien, on a une vie assez facile. On va pouvoir utiliser sa licence française pour la passeporter en Espagne, puis en Lituanie, puis en Grèce, tout cela sans trop de difficultés. Si on se pose dans un second temps la question de son implantation en Afrique, et bien là, du point de vue régulatoire, il va falloir réinventer un certain nombre de choses. C'est ce qui va expliquer que les entreprises euh, fintech, B2C, donc d'une manière générale, toutes celles qui évoluent dans des environnements régulés vont être sans doute réticentes souvent pour aller sur les marchés africains, même si il reste toujours l'option de faire l'acquisition d'un acteur local pour contourner cette difficulté. Et c'est d'ailleurs ce que Stripe, acteur américain pour le coup, du paiement, a fait en se portant acquéreur de Paystack, grosse fintech nigériane. Donc aujourd'hui, je dirais que 90% des sociétés que nous accompagnons dans le cadre du programme Chapter 54 sont des sociétés qui relèvent de l'environnement B2B. On peut ensuite séparer l'environnement B2B en deux sous-ensembles. L'environnement B2B, les solutions, les services qui vont adresser les besoins fonctionnels des entreprises, c'est-à-dire les besoins en termes de RH, de comptabilité, de gestion du cash. Voilà. Et d'autre part, les produits et services qui vont adresser des industries spécifiques, la construction, la santé, l'éducation. Et à ce stade, nous, ce qu'on observe, c'est que ce sont les secondes sociétés qui ont le plus d'espace de développement sur le continent africain. Effectivement, il existe d'ores et déjà dans tout un tas de pays africains des solutions digitales tout à fait pertinentes qui peuvent permettre de gérer des problématiques de comptabilité, de RH, la vie quotidienne des entreprises. Donc la valeur ajoutée d'une entreprise européenne qui viendrait à s'intéresser au marché africain est limitée dans ce cadre-là. Par contre, une société qui va s'intéresser, par exemple, au secteur de l'éducation dans un pays donné, va avoir un nombre limité de concurrents localement. Nous, aujourd'hui, on accompagne une société qui s'appelle Beaucoup, qui est une EdTech néerlandaise, donc dans le domaine de l'éducation, et qui aide les sociétés comment qui aident les acteurs de l'éducation, donc universités, établissements d'enseignement privé, établissements d'enseignement professionnel, à donner accès à des contenus universitaires de qualité internationaux à leurs étudiants. Beaucoup n'a pas de concurrent au Kenya lorsqu'il lance ses produits. Beaucoup n'a pas de concurrent au Nigeria lorsqu'il lance ses produits. Donc ça crée un espace naturel pour eux. Alors pour peut-être conclure sur quelles sont les opportunités de coopération entre la France et la Corée s'agissant de l'Afrique. La Corée a indiscutablement des assets technologiques dont elle peut se prévaloir. J'étais donc au Caire la semaine dernière et je peux vous jurer que j'aimerais qu'il y ait autant de voitures françaises que de voitures coréennes dans les rues du Caire. C'est malheureusement loin d'être le cas. Là où peut-être les Français, plus largement les Européens, de par leur connaissance historique de la manière dont on peut faire des affaires sur le continent africain, peuvent apporter quelque chose, c'est sur le go-to-market. C'est-à-dire, non pas qu'est-ce qu'on vend, mais comment on le vend. Donc l'approche partenariale, la politique tarifaire, la manière dont on va constituer une joint venture et surtout l'animer. Euh, et euh, pour le coup, c'est vraiment une expertise que nous, on a réussi à construire dans le cadre du programme Chapter 54. C'est-à-dire qu'au niveau du programme, on a un pool de mentors assez unique. Ces mentors, d'ailleurs, ne sont pas des Français, hein, ce sont des Africains. Donc, c'est d'ailleurs la beauté de ce programme. Ce n'est pas des Européens qui expliquent à des Européens comment faire du business en Afrique. Ce sont des Africains qui expliquent à des Européens comment faire du business sur le continent. On a cette méthodologie by doers, with doers, for doers qui a fait
ses preuves pour les différentes sociétés qu'on accompagne. Et donc, moi, je suis à la disposition de tous les acteurs de l'équipe export coréenne pour mettre à disposition des startups coréennes la méthodologie, le réseau de mentors, dont la liste est sur le site Chapter 54 si vous voulez le voir, c'est assez impressionnant, pour aider demain, après-demain, les techs coréennes à s'implanter sur le continent. Donc en gros, le what coréen allié au how européen. Merci beaucoup, Vincent Prévy. C'est très intéressant de mettre un peu les main dans le cambouis, comme on dit en français, c'est-à-dire d'aller voir un peu comment ça se passe, de véritablement faire du business, développer des business, accompagner des business sur le terrain africain. J'aurais d'ores et déjà une question pour vous, enfin pour répondre peut-être un peu plus tard. Il y a un point que vous avez soulevé qui me semble très intéressant, c'est l'hétérogénéité normative en fait d'un pays à l'autre et qui est une difficulté qui semble vraiment très importante pour les entreprises parce que s'implanter dans un pays africain, c'est déjà tout un travail et il faut refaire ce même travail quand on veut aller dans le pays voisin. Est-ce que, ma question, ce serait, est-ce que justement, là, il y a quelque chose à faire, une expertise, une coopération possible? Nous, l'Union européenne, s'il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est les normes et c'est normaliser des choses à grande échelle. Est-ce que là, il n'y a pas une possibilité de coopération, alors France et Afrique, mais peut-être aussi avec la Corée, notamment sur des normes et standards technologiques? Je me retourne vers, enfin, plutôt sur la dimension coréenne. Ça a été évoqué par Lee Jong-kil, la question, enfin, ça a été évoqué très brièvement, le fait que évidemment, la Corée n'est pas seule. Un grand nombre de pays développent des stratégies vers l'Afrique. Vous avez cité les différents sommets développés par les États-Unis, par la Chine, par le Japon. Et particulièrement sur ces deux derniers exemples, comment est-ce que la Corée, justement, trouve sa singularité, trouve sa place avec cette concurrence, qui peut être une concurrence sur le plan du business, mais qui parfois peut aussi être une concurrence sur le plan politique. Je pense évidemment à la Chine. C'est quelque chose qui préoccupe évidemment beaucoup la France, puisque sur le terrain africain, on fait face désormais à des rivalités en premier chef avec la Russie, peut-être en deuxième lieu avec la Chine, et donc il y a vraiment une dimension aussi d'influence politique et diplomatique. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je serais ravi en fait d'étendre cette question à Madame Park, puisque vous étiez aux affaires en Corée du Sud sur les affaires coréennes. Vous avez organisé ce sommet, ce sommet Corée-Afrique qui s'est déroulé en juin. Et donc, j'imagine que vous avez aussi une vision extrêmement fine sur ce sujet. Est-ce que vous souhaiteriez répondre en première sur cette question ou Oui? Oui, déjà, merci en fait pour les présentations qui sont très intéressantes aussi à suivre et découvrir enfin les informations nouvelles que nous connaissons très peu, puisque comme vous avez mentionné, la France possède non seulement de grands ou vastes réseaux en Afrique et des informations qui sont très utiles peut-être à nos entreprises coréennes, puisque la Corée, c'est vrai que nous avons très peu d'informations et par rapport à la France, et je crois que c'est sur ce point-là que nous pouvons aussi travailler ensemble entre la Corée, France et Afrique. Pour ce qui est en fait des questions qui a été posées par Marc, en fait, c'est vrai que dans toute la préparation et les préparatifs du sommet Corée-Afrique que nous avons lancé en juin dernier, nous avons toujours essayé de trouver en fait cette singularité. En fait, que peut la Corée? La Corée, comment est-ce qu'elle pourra contribuer différemment en fait à l'Afrique, puisqu'il y a une rivalité très, comment dire, très considérable vis-à-vis à l'égard de l'Afrique. Donc, nous avons mis l'accent tout particulièrement sur la coopération économique, bien sûr, parce que nous avons senti un engouement particulier des pays africains de tisser des liens économiques, avoir plus d'investissements des entreprises coréennes, puisque, en fait, comme vous le savez, les entreprises coréennes sont très compétitifs
en termes de la technologie de haute pointe. Donc, nous avons mis l'accent sur ce point-là, sur l'aspect économique, mais aussi sur l'aspect de la formation et de l'éducation, puisque, comme vous le savez, l'éducation est la clé de voûte pour le développement national et pour accompagner en fait tout le processus de l'éducation et de la formation pour toute la cycle de vie, en fait, ce qui est très important. Donc, nous avons pu lancer à cet égard une initiative qui s'appelle un Tech for Initiative. Donc, accompagner les jeunes Africains dans leur parcours de formation technologique pour qu'ils puissent apprendre en fait les know-how, le savoir-faire non seulement technologique, mais numérique et des industries de pointe. Voilà, donc nous essayons de focaliser en fait sur le plan business économique plutôt que politique, qui peut, qui peut être en fait voilà, plus sensible. Merci beaucoup. Messieurs, avant de vous donner la parole, je souhaiterais qu'on entende désormais Monsieur Olivier Casselin, donc, qui est journaliste à Jeune Afrique et qui participe en ligne. Est-ce que vous nous entendez? On va sans doute vous voir dans un instant. Est-ce que vous me voyez? On ne vous voit pas encore, mais par contre, on vous entend. Donc, c'est déjà une très bonne Bon, nouvelle. Et c'est nous déjà pas mal. désormais en Déjà vous. pas mal. Bonjour à tous. Juste un petit point quand même pour vous préciser que j'ai pas pu écouter ce que disait Monsieur Lee, puisque j'avais pas la traduction évidemment, et mon coréen étant ce qu'il est, je n'ai malheureusement pas pu comprendre les propos. Donc Jeune Afrique, magazine spécialisé sur le continent. Moi, je suis rédacteur en chef et je m'occupe de la section internationale, qui correspond à, comment je pourrais dire, à spécialisé sur les relations entre les pays autres et le continent. Donc, j'ai été amené à m'intéresser à la relation particulière de la Corée du Sud dans le cadre de la préparation du sommet qui s'est déroulé donc au mois de juin à Séoul, ce qui m'a permis de voir que les relations entre la Corée du Sud et l'Afrique bien, dataient d'un certain nombre d'années. Madame, lors des 40 ans des relations entre la France et Corée, 2026 sera aussi, si j'ai bien compris, les 20 ans d'anniversaire de l'année lancée par la Corée du Sud en 2006, qui correspond, si j'ai bien compris, à un renouveau, on va dire, des relations entre Séoul et elle est, comme beaucoup d'autres pays partenaires étrangers de l'Afrique, essentiellement axée sur ce qu'on appelle la diplomatie des ressources naturelles, qui reste encore, si j'ai bien compris ce que enfin, si j'ai bien entendu ce que j'ai, le contenu de la conférence du mois de juin, reste encore fondamentalement le moteur de la relation entre la Corée du Sud et l'Afrique, et sur des échanges axés d'un côté sur l'importation de matières premières pour la Corée et l'exportation de savoir-faire et de services divers et variés de la Corée vers l'Afrique. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin à l'instant, la Corée du Sud est donc rentrée dans la course mondiale matières premières, les ressources naturelles de l'Afrique, en compagnie de la Chine, en compagnie de la Russie, en compagnie de... Et ce serait très intéressant d'avoir un peu plus de détails sur les particularités de l'offre coréenne au pays, en particulier sur les startups. Comme vous l'avez dit, la Corée du Sud n'est pas là, malheureusement, pour à proposer ce savoir-faire. Il y a des pays qui sont très, très offensifs, et vous avez cité la Chine, mais moi, j'étais en Israël l'année dernière, et Israël est très, très, très bien positionné, notamment sur le secteur des startups et de la tech d'une manière générale. Donc, ce serait intéressant de savoir comment la Corée du Sud se distingue par rapport à la concurrence internationale. Et puis, on bien aussi que la Corée du Sud, enfin, si j'ai bien compris, il y a dans le sommet, il y a une petite conditionnalité sud-coréenne dans
dans cette aide au développement qui vient, enfin, comment je pourrais dire, en gros, Séoul demande aux pays africains de la soutenir face à Pyongyang pour à son développement. Est-ce que comment je pourrais dire, cette conditionnalité politique bien perçue par les Africains sur place, comment l'ont-ils prise? Quelles conséquences ça peut avoir sur les échanges entre la Corée du Sud et l'Afrique? Euh, j'ai aussi une question, moi, qui m'intéresse, c'est sur la... en train de chercher mon mot, excusez-moi. Euh, sur le... euh, excusez-moi. Euh, sur la garantie que l'Afrique a. Matières premières, Excusez-moi, quelle retombée le l'Afrique peut son, attendre? on ne vous a plus entendu là. Est-ce que vous pouvez répéter la Ah, dernière question, s'il vous plaît, ouais, attendez. à partir de garantie? Oui, en fait, ce que en fait, je suis en train de... Ouais, la réciprocité, la notion de réciprocité. Euh, Comment est-ce que la Corée du Sud peut garantir aux pays africains, on va dire, une certaine réciprocité dans ce partenariat win-win? C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique peut attendre des retombées positives pour ses populations de l'exploitation de ces matières premières? Je pose la question parce que on l'a vu au fil du cas toujours avec les hydrocarbures, que pour l'instant, c'est toujours pas le cas avec l'hydrogène vert. euh, Maroc, où il y a pas mal d'accords qui commencent à être signés, et il n'y a pas vraiment de notion de réciprocité vis-à-vis des populations africaines. Donc, je voudrais savoir si la Corée du Sud met un point particulier sur ce fait. Et puis, je voudrais aussi on parle beaucoup euh, de tech, de start-up. C'est des secteurs qui sont très énergivores. Qu'est-ce que la Corée du Sud comment la Corée du Sud peut participer à la mise en place d'infrastructures, notamment énergétiques, dont on sait que l'Afrique manque cruellement actuellement? Voilà. Comment la Corée du Sud peut un petit peu participer aussi au développement de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique, mais de ses populations et de de son niveau de vie d'une manière générale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gasselin. Je me permets donc de résumer, de reprendre les questions que vous aviez posées, et à ce moment-là, je les transmettrai tout de suite à Monsieur Lee. La première, c'était sur l'idée de concurrence économique, pas seulement vis-à-vis du Japon, de la Chine ou des États-Unis, mais aussi peut-être d'Israël, et comment, un peu la même question qu'on avait posée, comment la Et le Corée Japon, oui. oui, le Japon que j'avais cité, et la Corée, comment la Corée se distingue et se singularise dans cette concurrence. La deuxième, c'était sur les conditionnalités sud-coréennes, c'est-à-dire coopérer avec des pays africains en échange d'un soutien sur la Corée du Nord, un soutien à la Corée du Sud vis-à-vis du régime nord-coréen. Comment c'est perçu par les partenaires africains? La troisième question, c'était la question de la réciprocité. Et ça, c'est peut-être un sujet que M. Gassin, vous avez particulièrement mis en avant et qui avait été moins abordé jusque-là. C'est la question des ressources. Euh, L'exploitation des ressources en Afrique par la Corée du Sud, et comment les Africains perçoivent cette exploitation, ou en tout cas qu'est-ce qu'ils y ont à gagner, quelle est la réciprocité dans cet échange. Et enfin, mais ça pour le coup c'est quelque chose qui avait été abordé dans votre présentation, Monsieur Lee, c'est la technologie est énergivore, comment aider l'Afrique à développer des infrastructures énergétiques et puis renouvelables si possible. Mais ça, donc peut-être vous pouvez refaire très brièvement un point, mais effectivement, ça semble être un sujet que vous avez souligné dans la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique. Je vous laisse la parole. 네,
질문 감사드립니다. 제가 이제 지금 정리해 주신 네 가지에 대해서 뭐 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 정확하게 말씀을 드리기보다는 전반적으로 이제 그 질문해 주신 사항에 대해서 제 생각 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 지금 다른 국가와의 이제 경쟁이라고 봤을 때 한국이 이제 강점을 가질 수 있는 부분은 제가 볼 때는 뭐 물론 이제 정부 차원의 어떤 역할도 있겠지만 민간 차원에서 보면 한국의 그런 기업들 잘 알려진 뭐 삼성이나 LG, 현대라든지 그러한 기업들의 역할이 할 수 있는 게 한국의 또 다른 강점이라고 또 생각을 합니다. 그래서 제가 한 예를 들어보면 제가 그 아프리카 국가들을 다니면서 모빌리티 스타트업을 육성하는 일본 기업들을 보게 됩니다. 예를 들어서 도요타나 혼다 같은 경우에는 자동차 판매에 그치지 않고 실제 그 자동차 판매를 통한 수익금 중에 일부를 이제 펀드로 활용해서 아프리카의 모빌리티 스타트업들을 육성한다든지 그런 활동들을 다양하게 하고 그 오랜 기간 이미 하고 있습니다. 그래서 한국 기업들도 삼성이나 뭐 LG나 그런 대기업들, 현대차나 대기업들이 충분히 그런 인지도라든지 기술이라든지 여러 가지 강점을 가지고 있기 때문에 그런 부분에서는 한국의 민간 부분이 그런 타 국가에 비해서 아니면 타 국가에 비해서 꼭 월등하다는 건 아니지만 그런 역할을 해줄 수 있는 것이 한국이 가질 수 있는 강점이라고 생각을 하고요. 지금 어떠한 그 상호 윈윈에 대한 부분을 이제 말씀을 주셨는데, 저는 뭐 이것도 충분히 이제 공감을 하고 있습니다. 그래서 아까 제가 발표 중에도 말씀드렸던 것 중에 하나는 아프리카 대륙 그리고 아프리카에 있는 그런 청년 인구라든지 이런 측면에서 자립할 수 있는 스스로 뭔가 어떤 제조업도 활성화시키고 그리고 그냥 교육이나 어떠한 기술 이전에 그치는 것이 아니라 스스로 자립할 수 있는 그런 여건을 좀 제공해야 된다고 봅니다. 그래서 제가 최근에도 AFCFTA 뭐 비즈니스 포럼을 다녀보면 지금 아프리카 측에서 얘기하는 것은 그동안에는 어떠한 그 수입이라든지 아니면 그냥 일방적인 기술 이전에 그쳤던 것을 아프리카 국가 내에서 스스로 어떠한 제품을 생산해내고 그게 이제 제조업을 활성화함으로써 본인들이 스스로 일어설 수 있는 그런 자립성을 가져야 된다라는 것들이 많이 강조되고 있는데 그런 측면에 있어서도 저희가 조금 어, 인식을 해야 될 것 같고 에너지 분야에 대해서 또 이제 이어서 말씀을 드리면 아까 말씀드렸듯이 아프리카가 뭐 천연 자원이라든지 여러 가지 재생에너지 관련된 그런 가능성을 가지고 있는데 최근 뭐 제가 어떤 기업이라고 딱 특정지어서 말씀을 드릴 수는 없지만 배터리 소재라든지 그런 것들에 이제 관심 있는 한국 기업들도 상당히 있습니다. 그래서 저희가 그런 것들을 접근하는 데 있어서 기존의 타 국가에서 오랜 기간 어떠한 노력을 기울여서 했던 것에 비해서는 뭐 저희가 경험이라든지 그러한 것들이 좀 부족하긴 하지만 좀 더 일방적으로 저희가 어떤 것을 취하고자 함으로써 접근하는 것이 아니라 상호 좀 성장할 수 있는 그러한 것들이 기본 전제 조건이 돼야 된다고 보고요. 지금 여러 가지 뭐 제가 뭐 외교적인 측면이나 그런 부분들은 이제 자세히 말씀을 드릴 수는 없겠지만 전체적으로 보면 그냥 우리가 한국이 어떠한 그 진출이라든지 뭐 이런 것들에 대해서 뭐 에너지에 관심을 갖는다든지 천연자원에 관심을 갖는다 이런 것들이 좀 단편적으로 끝나지 말고 좀 더 지속 가능하게 오랜 기간 좀 두고 봐야 된다고 보고 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 한국 입장에서 보면 제가 이제 한국 내에서는 진출이라는 단어를 이제 어쩔 수 없이 많이 쓰긴 합니다. 그런 것들이 이제 한국 정부에서 어느 정도 바라는 부분도 있고 하기 때문에 하지만 아프리카 국가에서 제가 이제 활동하거나 할 때는 진출이라는 그러한 용어보다는 협력이라는 용어를 많이 씁니다. 아프리카 국가들의 입장에서 보면 타 국가에 기업이 들어와서 여기에서 활동하는 것이 그렇게 반가운 일은 아닙니다. 그런 것들이 뭐 투자로 이어진다면 모르겠지만 일방적으로 누군가가 이 시장에 들어와서 우리 시장에 대해서 어떠한 그 좀 잠식하는 그런 것들이 그렇게 반가운 것이 아니기 때문에 저는 활동을 하면서도 어떤 진출이라는 단어보다는 협력을 통해서 우리가 상호 발전할 수 있는 그런 방안을 노력해보자 이런 이야기들을 많이 합니다. 제 답변은 이것으로 하겠습니다. Merci beaucoup, Vincent Prévy. Est-ce que j'avais ma question justement sur la question de l'hétérogénéité des normes? Et avant que vous répondiez, n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. Alors, cette question de l'hétérogénéité des normes, pour moi, elle renvoie à deux sous-sujets. Euh,
Le premier, qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle d'une expansion internationale d'une entreprise européenne ou coréenne en Afrique, c'est comment créer une filiale. Est-ce qu'on crée une filiale à la même signification selon qu'on parle d'un pays ou d'un autre? Le premier conseil que nous donnons aux entreprises que nous accompagnons, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à ouvrir une filiale dans un marché qui vous intéresse. Euh, il existe plein de modèles qui permettent pendant un certain nombre de temps de tester le marché. Je vais être très concret. La semaine dernière, Salesforce, donc acteur majeur, américain majeur des ERP, a annoncé avoir ouvert le Nigeria. Ils ne sont pas du tout ouverts le Nigeria. Ils ont recruté un country launcher en freelance qui navigue entre Lagos et Londres et qui, pendant un certain nombre de mois, va tester le marché. Et peut-être qu'en bout de course, Salesforce ouvrira une filiale, un bureau localement, mais il n'est pas dit que ça arrive un jour. Donc ça, c'est un premier sujet. La deuxième chose, euh, on a coutume de dire que les États-Unis innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Euh, c'est vrai, et on le dit souvent avec un peu de masochisme en tête, mais il faut aussi le voir comme une opportunité. Lorsque les États africains réfléchissent à ce que vont être leurs dispositifs législatifs et réglementaires sur des sujets comme la donnée, l'identité numérique. Lorsqu'ils cherchent des modèles, ils ne copient pas le modèle chinois, ils ne copient pas le modèle américain. Ils vont voir quelles sont les normes qui sont en train d'être construites au niveau de Bruxelles et ils les adaptent. La GDPR, elle va être copiée-collée dans une grosse partie des pays africains. L'IAIDAS, qui est la directive qui traite des problématiques de signature électronique, d'identité numérique, elle est aujourd'hui copiée-collée dans des pays comme le Kenya et bientôt l'Ouganda. Et donc, c'est autant d'opportunités pour les entreprises européennes qui sont déjà à l'aise avec ce jeu de contraintes et qui ont un certain nombre d'agréments qu'elles peuvent d'ailleurs faire reconnaître localement. Donc, le droit n'est pas qu'une contrainte, ça peut c'est aussi une arme. Et voilà un petit peu ce que je voulais partager comme retour sur ce sujet-là. Mais est-ce qu'il y a une volonté de justement différents pays africains d'harmoniser certaines normes et standards dans le domaine technique ou euh, technologique commerciale dans ce domaine-là? Bah, on a déjà des pays qui partagent un même droit commercial. Si je ne dis pas de bêtises, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale francophone, on a le droit OHADA, qui est un droit commercial qui est en commun à 17 pays de la zone. Donc ça, c'est une première chose. On voit un mouvement comparable euh, en Afrique de l'Est où c'est-à-dire dans la zone qui réunit Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda et Soudan du Sud, je crois, désormais. On voit des vraies volontés d'harmonisation des règles commerciales et des cadres d'investissement. Donc ça peut se faire dans le cadre d'une coopération multilatérale et parfois ça peut se faire de manière plus opportuniste. On voit souvent qu'un cadre réglementaire européen, pour revenir sur mon point précédent, va être très largement adapté au Maroc. La Tunisie va voir ce que fait le Maroc et l'Égypte va voir ce que fait la Tunisie. Donc, pour le coup, on n'est pas dans une coopération, mais on est sur un alignement de fait de tout un tas de législations commerciales et relatives au secteur technologique. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois déjà une. N'hésitez pas à me faire signe si vous en avez. Monsieur, et puis présentez-vous avant, Oui, j'ai bien compris. présentez-vous avant de poser votre question. Je vous laisse la parole. Rappuyez sur votre micro. Je pense que j'avais appuyé. Voilà, bonjour. Merci beaucoup pour cette réunion. C'est vraiment très intéressant d'avoir un point de vue coréen. Mon nom est Mohamed Zaglami. Je suis un ancien de l'Union européenne et ça fait 30 ans que je travaille sur l'Afrique. Et depuis une quinzaine d'années, suite à la révolution, je suis d'origine franco-tunisienne, j'ai décidé d'investir dans une école qui est en Tunisie et j'en ai fait la première école en Afrique dans le domaine de ce qu'on appelle le codage créatif, tout ce qui est autour de la 3D, jeux vidéo, animation, réalité virtuelle. On a formé plus de 40 000 jeunes ces 17 dernières années. 96% ont 2 à 3 propositions d'emploi
et trouvent un emploi ou rentrent dans l'entrepreneuriat après nos programmes. C'est pour vous dire qu'il y a des secteurs clés dans le tech en Afrique qui sont très importants et qui ont des solutions. Mais avant de continuer là-dessus, je voulais je voulais rajouter à la question de à la réponse de M. Prévy à votre question concernant la normalisation. Je travaille beaucoup avec l'Union africaine, je suis un ancien de l'Union européenne. Il existe aujourd'hui un cadre de réglementation qui est très important et malheureusement, on n'en parle jamais, c'est quand même la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange africaine et qui est en fonction. Et aujourd'hui, vous avez 7 pays qui sont des pays pilotes dans le cadre de la ZLECAf et qui organise ces premiers échanges. Vous imaginez l'Union européenne, mais à l'état de l'Union africaine. Et ça, c'est très important parce que tous les cadres réglementaires sont appuyés, sont développés, sont débattus au sein de la ZLECAf. Vous avez également d'autres, puisqu'on parle de différentes régions. Vous avez la COMESA qui regroupe tous les pays d'Afrique de l'Est qui ont aussi des réglementations spécifiques. Vous avez bien sûr l'Afrique du Nord, mais bon, l'Union du Maghreb arabe ne fonctionne pas très bien, mais vous avez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des cadres réglementaires qui peuvent permettre les investissements en Afrique. Il ne faut pas dire qu'il n'y ait pratiquement rien en Afrique, il y a des cadres réglementaires. Donc ça, c'était le premier point, c'était pour répondre à votre question. Moi, je veux revenir sur l'high-tech et j'ai 2 casquettes. Donc, j'ai investi dans cette école et je suis aussi vice-président de l'Agence francophone et africaine d'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Je vais expliquer pourquoi. Je veux revenir à l'high-tech. Pourquoi? Parce que dans mon école, qui est basée en Tunisie, moi, je suis présent dans 21 pays africains. Et si on veut comprendre l'Afrique aujourd'hui, on est obligé de comprendre la jeunesse. Tout le monde parle et tout le monde dit que c'est une opportunité pour l'Afrique. Oui, c'est une opportunité si on lui donne de la chance de se former et de trouver des emplois. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Et moi, j'organisais un événement qui était basé à Tunis avec l'Alliance Smart Africa. L'Alliance Smart Africa, c'est l'alliance du numérique africain. J'organisais cet événement jusqu'au Covid. On ne peut plus l'organiser parce que le coût était très élevé, mais je recevais quand même plus de 600 startups africaines gratuitement et 150 investisseurs internationaux sur Tunis. On a pu générer énormément de programmes, de projets avec la GIZ, avec, comme parlait la 4W, la 4FW, avec plein de programmes avec la Banque africaine de développement, avec l'Alliance. Donc, ça s'est fait. Mais malheureusement, le constat que je fais aujourd'hui sur les startups africaines, c'est qu'on ne se plie qui fait quoi. Autant avant, l'Afrique était donnée en exemple au niveau des startups, il y avait cette volonté de développer des projets, des startups à partir des besoins africains, autant le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que du copiage. Pourquoi? Parce que quand on voit, et M. Prévy l'a très bien expliqué, il y a 4 secteurs clés. Donc aujourd'hui, malheureusement, pratiquement toutes les startups essaient dans ces secteurs de fintech. Et le constat que l'on fait, nous, on a besoin de créer des emplois. Et les startups, malheureusement, ne créent pas autant d'emplois que ça. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble à comment revoir ça. Ça, c'était le point que je voulais dire sur les startups, mais je ne vais pas revenir parce que j'ai tellement de choses à dire sur les startups. Ça fait des années que je travaille dessus. Je voudrais me concentrer sur l'éducation. Pour moi, c'est le secteur clé. Dernièrement, on travaillait avec l'Union africaine et j'ai été retenu dans le cadre d'un programme, parce que cette année, c'est l'année de l'éducation en Afrique. On était 4300 projets à être présentés à l'Union africaine. Je fais partie des 10 projets. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a 300 millions, je dis bien 300 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché éducatif dans les 10 prochaines années. On n'a pas d'école, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de contenu, on n'a pas de financement. Le problème, il est là. Et donc, il faut trouver des solutions. On a trouvé une solution avec ce programme puisqu'on a été retenu, mais c'est là où j'aurais besoin de nos amis coréens, parce que on a proposé un projet qui est totalement disruptif pour l'Afrique, quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et c'est le combat que je mène, puisque je suis entre Paris et l'Afrique, donc je participe à beaucoup de réunions ici, j'essaie de voir, je veux que mes jeunes en Afrique soient au même niveau que les jeunes au niveau international. Donc, on est très exigeant au sein de l'école et on leur donne des formations de très haut niveau. Et nous sommes les premiers aujourd'hui en Afrique, et même je peux vous dire qu'en Europe, très peu de gens savent ce que nous savons faire. Et notre objectif est de créer une école virtuelle, un jumeau numérique de l'école, où les enseignants seraient des avatars,
qui utilisent l'intelligence artificielle avec des parcours de gamification ou des processus de gamification pour leur permettre d'enseigner. C'est-à-dire qu'avec ce type de projet, c'est très lourd, on a besoin de technologie, on a besoin de partenaires. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 10, ce n'est pas 1000. Je peux former 10 000 jeunes par semaine si ce n'est pas plus. Donc, voilà le type de projet qui a été retenu par l'Union africaine. L'autre projet sur lequel je veux insister, qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et quand je parle de mes jeunes, moi, je travaille sur un très, très gros projet avec l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique. Aucun Africain ne connaît son histoire. Mais même le monde entier ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Et donc, notre idée, et c'est le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec l'Union africaine et l'UNESCO, c'est de raconter l'histoire de l'Afrique à travers des serious games et l'intelligence artificielle. Et là aussi, on aurait besoin de votre soutien parce que c'est un projet qui s'adresse au monde entier et qui permettrait une meilleure connaissance de l'autre. Et l'autre projet sur lequel aussi nous travaillons, qui est très, très important, c'est comment donner un nouveau storytelling, un nouveau narratif à l'Afrique. Avec tous les jeunes que je travaille dans une trentaine de pays africains, c'est toujours le même retour. C'est on en a marre de présenter l'Afrique toujours ce côté négatif. Nous, on est jeunes, on n'a pas connu ce qui s'est passé avec nos parents. Nous, on voit le monde différemment, on a nos smartphones, on veut penser différemment, on veut créer un nouveau storytelling, on veut voir le monde avec les yeux des Africains. Et donc, on veut récupérer aussi notre contenu. Et moi, je travaille beaucoup sur la réappropriation de l'identité culturelle africaine à travers les nouvelles technologies. Et on voit une explosion aujourd'hui au niveau du secteur du jeu vidéo, de la 3D, de l'animation. Quand vous avez un groupe comme Disney qui s'intéresse à l'Afrique et qui forme des jeunes, et que vous voyez le succès de la série Kisazimoto aujourd'hui, qui imagine l'Afrique futuriste, c'est très important. Vous donnez de la fierté aux jeunes Africains. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous voyez Netflix qui sort une série aussi d'animation Kamama sur des femmes héroïnes, et que toute l'Afrique en parle, alors qu'ici on n'en parle pratiquement pas, ça aussi c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un des axes qui a été choisi aussi par la France, puisque j'étais l'un des experts de la saison Africa 2020. C'est un des axes qui a été choisi par la France, c'est à travers la culture, l'éducation et le soft power, d'essayer de comprendre cette jeunesse. Et c'est là où le travail doit être effectué. Et pour vous dire que vous êtes très aimés en Afrique, peut-être que vous ne le savez pas, mes amis coréens, c'est que la semaine dernière, on a terminé un concours de webtoons. Les webtoons, c'est très coréen. Et on avait quand même 50 jeunes de 12 pays, là on l'a fait sur l'espace francophone, qui ont répondu. Vous voyez, la créativité africaine, elle est extraordinaire. Et vous avez ce secteur d'influence qui est très important, c'est la K-pop. Les jeunes sont très influencés par cela. C'est là-dessus que vous devez travailler sur les webtoons parce qu'il y a une demande colossale. Rien qu'en Afrique francophone, vous avez 2500 auteurs de BD, de bande dessinée. Imaginez de pouvoir monter des programmes et des projets entre des jeunes Coréens et des jeunes Africains autour de webtoons pour que chacun apprenne l'un de l'autre. Là, vous avez gagné. Merci. Merci monsieur, merci beaucoup pour ce témoignage. Je note que vous avez souligné deux points très très importants, je pense, et qui ont tout juste été abordés en fait dans les présentations précédentes. Vous avez parlé, monsieur Lee, de la démographie africaine extrêmement jeune, mais effectivement, je pense que la question de la jeunesse, au-delà de la démographie, est vraiment quelque chose d'important. Et tout ce qui a été évoqué, ce sont effectivement des grands programmes de coopération politique sur l'énergie, sur la tech, sur les choses là, mais effectivement, après, la question qu'il faut aborder, c'est comment aborder cette coopération. Et peut-être que la jeunesse est une bonne porte d'entrée, en fait, à travers l'éducation. Et merci d'avoir souligné ce deuxième point qui est sans doute très, très important. Et d'ailleurs, je suis étonné que les Sud-Coréens à cette table ne l'aient pas mentionné, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'une des grandes puissances, oui, merci, l'une des grandes puissances enfin, des grands facteurs de puissance de la Corée du Sud, c'est sa culture, c'est son soft power. Et effectivement, ce soft power est puissant, y compris sur le territoire africain, et ça permet de véhiculer aussi une certaine émancipation, une éducation, etc. Est-ce qu'il y a des réactions
sur la question de la jeunesse ou de la culture? Non, mais justement, en fait, la jeunesse, la jeunesse africaine, c'est vraiment un point très important que nous avons aussi retenu lors de nos préparatifs de ce sommet. Et comme vous avez mentionné et pointé exactement, c'est la culture, le soft power, c'est l'éducation, la formation, c'est exactement en fait ce que nous souhaitons euh, promouvoir en fait la coopération avec les pays africains. Euh, mais vraiment, et je crois que c'est l'objectif en fait de cette conférence, de comment justement mettre en place cette coopération France-Afrique et Corée du Sud. Bien sûr, nous avons peu de moyens par rapport de la France, en termes de la culture aussi, puisque nous avons que deux ou trois, je crois, centres, par exemple, de centres de culturels, hein, centres culturels coréens en Afrique. Nous avons un en Afrique du Sud, un en Nigeria et je crois qu'en Égypte aussi, au Caire. Donc nous essayons de, comment dire, d'élargir en fait de ce réseau en termes de culture pour faire en fait rapprocher exactement la jeunesse entre la Corée et l'Afrique, qui peut justement être un moyen très important pour comprendre l'histoire, l'économie, tout le parcours du développement national. Et on a beaucoup parlé de la singularité et de la particularité de la Corée. C'est justement en fait, comment est-ce que la Corée a pu, en un laps de temps très court, a pu se développer en un pays très industrialisé? Il y a beaucoup de facteurs, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc exactement, nous avons, je vous conseille, si vous avez le temps, de voir la déclaration en fait conjointe que nous avons publiée à l'occasion de ce sommet. Il y a tout un aspect bien sûr, de ressources critiques aussi, de minérales, de formation, éducation, culture. Donc, ce que la Corée souhaite, en fait, élaborer avec les pays africains en termes de coopération. Donc, je vous conseille de voir en fait ça. Mr. Lee. 네, 말씀 감사합니다. 정말 유익한 말씀을 주셨고요. 일단 한국에 이제 그 문화적인 인기가 있다, 아프리카에 있다라는 거는 제가 출장을 많이 다녀봐도 특히나 이제 북아프리카 지역에 가면 그렇게 이제 제가 출장 갈 때마다 사진을 찍자고 합니다. 그래서 제가 이거는 외모와 상관없이 그냥 한국인이라고 하면 한국 사람들을 그러한 드라마나 케이팝이나 이런 웹툰이나 그걸 통해서 본 거 말고는 처음 저를 본다고 하더라고요. 그래서 정말 이 한국 그 문화에 대한 인기가 상당하다는 걸 느낄 수 있고, 물론 그걸 통해 가지고 우리가 좀 어떻게 또 협력할 수 있는지 그런 것들을 좀 고민할 필요가 있다는 데 공감을 하고요. 두 번째로는 이제 핀테크에 대해서 말씀을 하셨는데 저도 공감합니다. 핀테크가 아프리카 대륙에서 지금 유니콘 중에 상당수가 핀테크가 차지를 하고 있고, 그게 이제 고용 창출에 있어서 정말 그만큼의 효과를 내는지에 대해서도 저도 조금 이제 회의적인 생각을 가지고 있고, 또 하나는 이 핀테크 스타트업들이 어떠한 그 고객 정보를 많이 갖고 있다 보니까 그 다음에는 당연히 전자상거래로 넘어가고 다른 서비스로 넘어가고 하면서 너무나 큰 공룡들이 좀 되어가고 있습니다. 그래서 다른 스타트업들이 성장할 수 있는 그러한 그 균형적으로 성장할 수 있는데 조금 제한사항이 있다고도 봅니다. 그래서 제가 이렇게 그 아프리카 유니콘 스타트업들을 보면 그 중에 제가 특히나 관심 가지고 있는 거는 그 나이지리아 안델라라는 스타트업이고요. 이 스타트업 같은 경우는 우리는 이제 항상 아프리카 대륙에 대해서 얘기할 때 청년 인구가 많다, 뭐 인구가 증가하고 있다, 그냥 거기까지만 얘기를 하지만 안델라 같은 경우에는 나이지리아 그 청년들을 교육을 시켜서 IT 교육을 시켜서 실제 이제 취업을 할 수 있고 하는 걸 돕다가 이제 그게 이제 성장이 돼서 그 유니콘 스타트업이 됐는데, 저는 여기서 주목할 만한 게 정말 아프리카에 인구가 많고 청년 인구가 많은데 정말 한 5년이나 10년 지나고 나서 그 청년 인구들 그리고 아프리카의 많은 인구들이 어느 정도의 교육 수준에 도달하게 된다면 실제 그런 자립적인 문제 그리고 성장 가능성이 정말 크다고 봅니다. 그리고 이것이 이제 청년 교육의 이제 중요성과 또 연결이 되는데, 말씀하셨듯이 많은 이제 교육 프로그램들이 지금 존재를 하고 있습니다. 그리고 많은 국가들도 거기에 관심을 가지고 있는데, 딱 한 가지 제가 아쉬운 점이라고 생각한 건 뭐냐면, 이 교육 프로그램들이 이제 스타트업 분야에서 말씀을 드리면 기업가 정신에 대해서 상당히 강조를 합니다. 그래서 기업가 정신이라고 하면 뭔가를 이제 시작할 수 있고 창업할 수 있고 뭔가 본인들이 만들어낼 수 있다.
하지만 여기에 이제 포커스를 맞추면서 이제 교육에서 얘기하고 있는 거는 사회 문제 해결입니다. 그래서 지금 너희들이 살고 있는 이 커뮤니티에서 이러한 아이디어와 서비스를 통해서 어떠한 사회적 문제 해결할 수 있다. 자, 그거까지는 좋은데 중요한 건 이 스타트업이라는 것, 창업이라는 것은 정말 비즈니스입니다. 뭔가 돈을 만들어야 되고 뭔가 수익을 창출할 수 있어야 되는데 거기까지 넘어갈 수 있는 교육이 좀 같이 이루어져야 된다고 보는 게 실제 많은 스타트업들을 만들어 보면 어떤 사회적 문제와 해결책까지가 본인들의 고민이고 그럼 이걸 통해서 정말로 소비자가 어떠한 그 돈을 내고 그 서비스를 이용할 수 있는 그런 모델이 있는지 거기서부터는 좀 얘기가 많이 막히는 경우가 있습니다. 그래서 우리가 교육이라는 걸 얘기할 때 실질적으로 아무리 어떠한 그 기업가 정신이나 좋은 단어로 이렇게 되어 있긴 하지만 정말 비즈니스라는 것에 대해서 그 아프리카 청년들이 좀 인식을 하고 그것에 대해서 좀 준비를 할 수 있는 그런 실질적인 교육이 필요하다고 생각을 합니다. Vincent Privé, est-ce que vous avez un commentaire sur ce point? Et moi, je voulais aussi vous poser la question. euh, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous parler de startups que vous suiveriez qui travaillent dans le domaine de la culture, du jeu vidéo, des webtoons, par exemple, en Afrique? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Alors, je ne suis pas expert en tout. Donc sur la partie webtoon, je vais devoir sécher. Euh, euh, mais sur la partie je veux dire, contenu, industrie créative d'une manière générale, je suis au regret de devoir mobiliser l'exemple d'un acteur chinois, à savoir que l'un des manufacturiers, l'un des constructeurs de téléphones mobiles les mieux implantés en Afrique est le chinois Transsion, qui a deux, trois marques qui sont extrêmement populaires. C'est des téléphones d'entrée de gamme. Donc, on est sur un business hardware classique. Ce qu'on sait moins, c'est que nos amis de Transsion ont eu la bonne idée, by design, d'équiper leur téléphone avec un certain nombre d'applications qui sont conçues pour les marchés africains. On a l'exemple de Boomplay, qui est donc un équivalent d'un Spotify ou d'un Deezer. Et donc, aujourd'hui, il est possible d'avoir accès via une ergonomie qui est adaptée au téléphone africain à des contenus musicaux, à des podcasts via cette application. De la même manière, ils ont aussi, dans un certain nombre de pays, by design, préinstallé une application qui s'appelle PalmPay, qui, elle, est sur le paiement et donc permet de contribuer à l'inclusion financière d'un certain nombre des porteurs de ces téléphones pour peu qu'ils fassent un certain nombre de démarches dans les pays où ces téléphones sont commercialisés. Je trouve que une histoire intéressante dans la mesure où on voit comment le hardware est utilisé comme un cheval de Troie pour influencer un certain nombre d'usages. Je pense que c'est ce type d'histoire dont peut-être des techs coréennes pourraient s'inspirer pour entrer sur les marchés africains. Merci, attendez, merci beaucoup. Monsieur Gasselin, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que vous aviez un commentaire ou d'autres questions? Parce que je n'ai pas, comme je vous vois pas. Vous me voyez là, ça y est? En tout cas, je vous entends. On va vous voir dans un Ok. instant. Est-ce que vous vouliez réagir? Non, oui, en effet, les notions d'éducation et de la jeunesse sont en effet des sujets cruciaux aujourd'hui en Afrique. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'articulation entre secteur public et secteur privé en Corée. Quelles sont les articulations qui existent justement? Et est-ce que la chance de disposer d'un géant comme Samsung peut justement tirer, on va dire, l'influence et coréenne à travers le continent et participer à son émergence? D'accord. Le son saute parfois, donc Je je suis vais désolé. reformuler ou alors corrigez-moi si je reformule mal. Mais quelle est l'articulation entre le secteur public et privé en En Afrique, Corée? en Corée, Ouais. pardon? En Corée, ce que Euh, je voulais savoir, c'est est-ce qu'on assiste à un intérêt du secteur privé coréen en Afrique, en dehors s'il n'est pas soutenu s'il n'est pas entraîné par le secteur public, donc par les pouvoirs publics, pouvoirs publics coréens, et revenir un petit peu sur le cas particulier de Samsung, qui a été quand même le numéro un sur les ventes.
même si là actuellement c'est plus tout à fait le cas. Mais justement, est-ce que Samsung peut avoir, comment je pourrais dire, être la locomotive Ok. sur le continent et à quel niveau Samsung peut vraiment donner toute sa. D'accord. Je suis désolé, le son saute. Mais donc, en fait, est-ce que finalement, il y a, au-delà de la stratégie publique sud-coréenne, est-ce qu'il y a aussi une stratégie privée et quel est Mhm. le rôle de Samsung dans cette stratégie privée à l'égard du continent africain? Monsieur Lee, est-ce que vous souhaitez répondre? 아, 네. 뭐 제가 뭐 정확한 답변을 드릴 수 있는지 모르겠지만 그런 민간 차원에서는 뭐 제가 아까도 말씀을 드렸듯이 지금 아프리카 대륙 내에서 한국 기업들의 좀 인지도가 이제 상당히 좀 높기 때문에 그런 부분과 연결해서 뭔가 일방적인 어떤 그 진출이나 뭐 상품 판매에 그치지 않고 뭔가 그것과 부수적으로 해서 뭐 연관된 그 지원 사업이나 그런 것들이 좀 수반되어야 된다고 봅니다. 그래서 많은 분들이 말씀하시기를 지금 뭐 아프리카 대륙에 대한 어떤 자원이라든지 뭐 어떠한 노동력이라든지 그런 것들에 이제 관심은 많은 것은 다 어느 국가나 동일하다고 생각을 합니다. 그래서 뭔가 그것과 좀 차별적인 좀 그 진출 전략이 있어야 될 것으로 보이는데요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 만약에 어, 한국의 뭐 현대차 같은 경우에는 또한 배터리 소재를 이제 그 보유한 그런 국가들과 협력을 위해서 어떤 모빌리티 스타트업을 지원을 한다든지 뭐 그런 부분이 될 수 있을 것이라고 보이고요. 그리고 우리가 이제 그 항상 이제 주목하고 있는 AFCFTA 관련해서도 이것이 뭐 단순하게 아프리카 지역 내 뭐 영내 무역 활성화를 이제 뭐 하기 위한 그런 목적으로만 볼 것이 아니라 거기에 파생되는 여러 가지 뭐 관세에 대한 측면, 관세 시스템을 도입한다든지 아니면 그러한 물류라든지 아니면 어떤 인프라 구축 여러 가지에 있어서 이제 한국의 또한 민간 그 기업에서도 좀 활용할 수 있는 그러한 기회들이 많이 있다고 봅니다. 그래서 그런 것들에 대해서 좀 지속적으로 관심을 기울여야 된다고 보고요. 그러한 그 관심 자체가 우리가 봤을 때 아프리카에 정말 이러한 기회가 있다라고 생각할 때는 그때는 좀 늦은 게 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 지금부터라도 그런 가능성에 대해서 이제 한국 기업, 민간 기업들이 좀 관심을 가지고 참여할 수 있는 것이 좀 필요하다고 생각을 합니다. Merci beaucoup. On arrive proche de la fin de cette table ronde. Je souhaiterais poser une dernière question à vous, Monsieur Lee Jong-kil. Vous nous avez parlé du sommet Corée du Sud-Afrique de juin dernier. Pouvez-vous nous parler du prochain sommet, s'il doit y en avoir un? C'est-à-dire, quand est-ce que celui-ci est prévu, s'il est prévu? Et puis, selon vous, quels seraient vraiment les domaines, les priorités à réaliser d'ici le prochain sommet? Quels sont pour vous là ou disons les trois vraiment secteurs absolument prioritaires sur lesquels il faudrait avancer le plus vite possible d'ici le prochain sommet? 네, 뭐 제가 뭐 정부를 대표해서 말씀드릴 수는 없겠지만 일단은 그 올해 그 정상회의가 이제 개최됐다는 자체에 그큰 의미를 부여를 하고 있고요. 아까 뭐 다 말씀드리진 못했지만 그 정상회의에서 논의된 그리고 그 후속 과제로 논의된 상당한 많은 과제들이 있습니다. 일단은 그런 과제들을 저희가 좀 성실히 이행을 하는 것이 일단 우선이라고 보고 그 다음에 이제 정상회의 개최 여부나 그런 것들은 지금 아직 결정된 사항은 아니라고 제가 알고는 있습니다. 단 그 후속 과제와 관련해서 그 한국 정부의 이제 부처 차원이나 아니면 기관 차원에서는 관련된 포럼이라든지 세미나 이런 것들이 뭐 다양하게 이제 계획되어 있고 여러 가지 그런 후속 과제들에 대해서 정부 차원에서도 이제 지금 확인해 나가면서 우리가 어떻게 보면은 처음 정상회의를 한국에서 개최를 하고 아프리카 국가들과 맺은 약속이라고 봅니다. 그래서 그런 약속들에 대해서 좀 성실히 이행하는 데 좀 많이 이제 주력을 기울이고 있다라고 말씀을 드리고요.
제가 개인적으로 생각했을 때 그 다음에 만약에 어떠한 그러한 좋은 정상회의 같은 기회가 있다면 핵심 분야로 생각하는 것은 무역과 투자에 대한 분야. 이유는 지금 아프리카 측에서는 어떠한 그 진출보다는 실제 투자가 이루어져서 아프리카 내의 어떤 산업화라든지 그런 제조업 활성화 이런 것들에 좀 많이 관심을 기울이고 있기 때문에 그런 부분들이 좀 이제 주요 분야가 될 수 있을 것 같고 보건의료 분야 또한 또 주요한 분야라고 생각을 합니다. 왜냐하면 뭐 그냥 이거는 뭐 작은 예일 수도 있겠지만 제가 원래는 이제 10월 달에 루안다를 이제 방문할 계획에 있었습니다. 근데 거기에 이제 마법의열에 대한 것 때문에 이제 모든 일정이 취소가 됐는데 이러한 것들 자체가 어떠한 그 보건의료 분야에서 어떠한 그 아프리카에 대한 뭐 외부 사람들에 대한 인식이라든지 자체적인 좀 성장에 어느 정도 좀 걸림돌이 될 수 있는 것이 항상 그러한 위험이 뭐 정치적인 불안정이나 그런 것도 있을 수 있겠지만 이런 보건의료 분야가 좀 안정화되는 것이 또 이제 중요하다고 생각해서 이것 또한 중요한 분야가 될 수 있을 것이라고 봅니다. 그리고 나머지는 이제 세 번째는 인프라라고 할 수 있는데요. 지금 뭐 우리가 그 아프리카 국가들의 이제 수도만 가면 그걸 별로 느끼지는 못하는데 조금만 이제 외곽으로 벗어나면 물론 이제 국가마다 다 차이는 있겠지만 그런 인프라가 좀 잘 갖추어지지 않은 곳들이 상당히 많이 있습니다. 그래서 그런 부분들이 한국이 아프리카와의 어떠한 그 협력에 있어서 다루어야 될 그런 주요 과제로 생각을 합니다. Fait. Oui, juste pour ajouter en fait, pour le prochain sommet, nous n'avons pas voulu en fait fixer la date ou l'année prochaine de ce sommet, puisque nous n'avons pas voulu faire de ce sommet, comme on dit, un talk show. Donc la conférence, en tant que conférence, ça n'a vraiment pas de sens ou ça ne sert à très peu de choses. Nous voulions vraiment que ce sommet aboutisse à un projet concret de coopération entre la Corée et l'Afrique. Donc au fur et à mesure et selon les mesures de suivi, selon les fruits que nous récoltions ensemble entre la Corée et l'Afrique, nous allons décider ensemble avec les pays africains si justement on pourra organiser un deuxième sommet. Mais déjà pour cela, je peux vous dire que une conférence, une réunion au niveau des affaires, au niveau du ministre des Affaires étrangères est prévue pour le 2026 pour justement faire le point de ce que nous avons obtenu depuis le sommet de ce juin. Merci beaucoup pour ces précisions, à la fois pour ces idées, ces suggestions ambitieuses, et effectivement sur avoir un agenda qui soit substantiel et qui soit concret et qui ne soit pas simplement des grandes paroles. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde ce matin, en présentiel et en ligne. Merci particulièrement à Vincent Prévy d'être venu nous parler de Chapter 54 et au-delà. Merci Monsieur Lee Jong-kil pour ces explications et cette vision globale et précise. Et merci beaucoup Madame Park Jong-yoon. Et à travers vous, merci à l'ambassade de République de Corée à Paris qui nous a soutenus dans l'organisation de cette conférence. Et on a hâte de continuer le dialogue et discuter de coopération entre la France et la Corée du Sud sur toutes sortes de sujets. Merci à toutes et tous et bonne journée. Pour ceux qui sont sur place, il y a juste en sortant dans la salle de droite un cocktail déjeunatoire pour vous tous. Merci.